Mais on va commencer, je vais commencer à faire l'appel. Donc, Karine Bastier. Présente. Alain Comparot. Présent. Marie-Claude Guay. Pouvoir à Madame Bastier. Jean-Raphaël Cessa. Pouvoir à Monsieur Ngombé. Anna de Almeida. Présente. Philippe Mouchard. Ah, d'accord, ok. Malika Ouaziz, Florent Votor, Laurine Daougabel, pouvoir à Mathilde Daougabel, Maximilienne Defont, Hélène Mèche, Zitoun Karkaden, Muguet Ngombé, Pascal Rowe, Mathilde Daougabel, Francis Grivard, Claude Tranet, pouvoir à Monsieur le maire, Sarani Lissongving, Hubert Salmon, Philippe Vieira, pouvoir à Philippe Mouchard, Pascal Nutt, il avait dit qu'il venait, Virginie André, pouvoir à Hélène Mèche, Abdaz Razak Nahari, Cindy Domingos, pouvoir à Madame de Almeida, Pauline Glaume, pouvoir à Monsieur Comparot, Philippe Chrétien, Martine Aubry, Myriam Lambert, pouvoir à Monsieur Chrétien, Julien Giral, Olivier Sangoy, Stéphanie Lincel, Adil Valentine Bouafa. D'accord, très bien. Donc on a le quorum, on va faire passer la petite feuille. On va aller dans ce sens-là, on va nommer une secrétaire. Es-tu d'accord pour faire secrétaire, Malika? Donc Malika Ouaziz, secrétaire de séance. Et donc, on va commencer, tant pis pour Pascal Nutt, il arrivera quand il arrivera. Alors, il y a d'abord l'approbation du... Alors, il y aura 2 questions orales à la fin de cette réunion. Alors, approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 30 novembre 2023. Oui. C'est parce que j'avais besoin du monsieur. Ah, tu as besoin du monsieur. D'accord. Ben, faites vos petites affaires, mais essayez de le faire en silence, s'il vous plaît. Hein. Puis arrête de pousser des cris aussi. Hein. Bon, alors, donc, pour l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 30 novembre, il y a un vote. Il y a des réflexions, des remarques? Pas de réflexion, pas de remarques. Donc, qui est pour? Bon, d'accord. OK. Ensuite, il y a le compte-rendu des décisions L 2122-22. Il n'y a pas de vote, je vous rappelle. Mais y a-t-il des questions sur une ou plusieurs de ces décisions? Pas de questions, on embraye. Alors, ensuite... il y a le point 1 qui est l'autorisation d'ouverture de crédit sur le budget d'investissement 2024, avec des petits changements par rapport aux années précédentes. On t'écoute. Bonsoir. Donc, comme chaque année, on doit donner une autorisation, monsieur le maire, d'ouverture de crédit pour le budget d'investissement pour l'année 2024, compte tenu que le budget ne sera voté qu'en mars. Donc, jusqu'à l'adoption de ce budget, au fonctionnement, l'engagement et le mandatement de toute dépense 2024 sont limités à 1/12 du budget 2023, et par mois, bien sûr. En investissement, seul le mandatement de dépenses reporté, le reste à réaliser. Cependant, l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit
que le maire peut, sur autorisation de son conseil municipal, engager, liquider ou mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant de l'affectation des crédits. Donc, proposition est faite au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement pour un montant de 1 361 246 correspondant à la limite de 25% du crédit ouvert au budget de l'exercice précédent. Et il y aura ensuite, après vos questions éventuelles, il y aura un vote chapitre par chapitre. Avez-vous des questions ou remarques sur ce problème? Oui, qui n'en est pas un d'ailleurs. Monsieur Sandoy. Très rapide remarque, juste pour dire, parce qu'on ne va pas le redire chapitre par chapitre, qu'on votera contre en cohérence avec nos votes sur le budget, ce qu'on vous dit à chaque fois. Voilà. Et on pourra faire même vote si vous le souhaitez. Ça sera plus facile. Merci. Voilà. Néanmoins, on va quand même voter chapitre Non, par chapitre. Voilà. Puisque c'est l'obligation nouvelle. Pas d'autres questions? Donc le vote. Alors, le chapitre 900, services généraux, le crédit ouvert de 2023 de 457 361 91 et l'ouverture donc à 25% représente 114 340,48. Donc qui est contre? Voilà, et ça sera donc comme ça tout le temps après. Voilà. Qui s'abstient? Qui est pour? OK. Ensuite, Le chapitre 901, sécurité. Le crédit ouvert était de 244 118,79 en 2023. Donc les 25% représentent 61 029,70. Donc on adopte le même vote. Même vote. Merci. Chapitre 902, enseignement, formation, formation professionnelle et apprentis. Excusez-moi. Donc le crédit ouvert était de 510 105,12, il sera de 127 526,28. Même vote. Chapitre 903, culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs. Le crédit ouvert était de 2 308 584,52. Il sera de 577 146,13. Même vote. Chapitre 904, santé, action sociale. Le chapitre ouvert de 62 530,48. Et donc l'autorisation se portera sur 15 632,62. Même vote. Chapitre 905, aménagement des territoires et habitat. L'ouverture était de 753 696,79 et l'autorisation sera donc de 188 424,20. Même vote. Chapitre 906, action économique. Là, c'est très facile, ouvert à 0 et transformé à 0, donc rien de spécial. Même vote, quand même, on le vote. Chapitre 907, environnement, on est dans les mêmes eaux. Crédit ouvert de 0 et transformé donc en 0 aussi. Même vote. Chapitre 908, transport. Chapitre est ouvert à 834 492,66, qui donne une possibilité d'ouverture de 208 623,17. Même vote. Chapitre 921, taxes non affectées. L'ouverture était de 5 092,50. Donc l'ouverture est de 1273,13. Le chapitre 922, dotation, participation, donc là on est en 0 et 0, même vote. Et le chapitre 923, dette et autres opérations financières, l'ouverture était de 1 222 600, donc la possibilité de 1 250 euros. Chapitre 925, opérations patrimoniales,
ouverture à 59 000, donc la possibilité de 4 750 €, même vote. Chapitre 926, transfert entre sections, ouverture de 245 000, donne une autorisation de 61 250. Donc au niveau des investissements totaux, nous avions, je rappelle, une ouverture de 6 702 582,77 qui donne une possibilité donc de 25%, soit 1 361 245,69. Même vote, merci. Très bien, merci Alain. On va passer donc à la deuxième délibération, l'admission en non-valeur de séances irrécouvables. Oui, comme chaque année, à la demande du comptable public des services de gestion comptable de Créteil, proposition est faite au conseil municipal de délibérer sur l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Ces créances éteintes concernent notamment des prestations de restauration scolaire, et d'accueil de loisirs et d'études. Donc vous avez un tableau de différentes années. Donc 2015, le montant était de 546,66. 2016 était de 668,91. De 2017, de 43,70 €. 2018, 617,01 €. 2019, 1010,23 €. 2020, 140,15 €. 2021, 88,70 €. 2022, 4,80 €, ce qui fait un total donc de 3 120,16 €. L'admission non-valeur des créances irrévocables pour un montant total donc de 3 121,16 € aura pour effet d'apurer la comptabilité communale. Merci. Des remarques, des questions? Pas de remarques, pas de questions. Qui est pour? Unanimité, merci. La troisième, c'est toujours M. Comparo. C'est le versement d'un acompte de la subvention 2024 au Centre communal d'action sociale. Donc nous t'écoutons. Donc comme chaque année, on est obligé donc en attente de vote du budget, ces services sont à honorer des versements. Donc les ressources principales du CCAS sont constituées principalement de la subvention municipale et de participation d'organisations, notamment de la direction de prévention de l'action sociale, la DIPAS. Or, les participations ne sont versées que sur le justificatif par le CCAS des prestations effectuées. Tous les frais généraux des dites participations, paiement des prestataires et charges personnelles sont donc payés à 3 mois avant de pouvoir émettre les titres. En outre, les participations d'organismes sont perçues très tardivement, parfois 3 mois après l'émission des titres. Par contre, le CCAS doit faire face donc à des décaissements mensuels, charges personnelles, paiement des prestations, etc. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'acompte sur subvention 2024 au CCAS à concurrence de 41 666, correspondant aux 4/12e de la subvention 2023 qui s'élevait à 125 000 €. Des questions, des remarques? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Très bien, merci, unanimité. La 4, c'est la même chose, mais c'est pour l'entente sportive caudassienne et ce n'est pas la même somme. Donc, même démarche, subvention de l'entente caudassienne versée une seule fois postérieurement au vote du budget et à la signature des conventions qui fait l'objet d'une délibération distincte. La subvention est donc perçue tardivement, généralement en mai, ce qui peut poser des problèmes de trésorerie à l'association qui doit faire face à des charges tous les mois. En conséquence, donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'un acompte de la subvention 2024 à l'ESC à concurrence de 13 333, correspondant à 4/12e de la subvention 2023 qui se levait à 40 000 €. Merci. Des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour? Unanimité, merci. La 5e, c'est la mise à jour du tableau des effectifs. Donc c'est Anna de Almeida.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre de l'actualisation globale du tableau des effectifs, il s'agit de procéder aux suppressions de grades afin de présenter un état des emplois en cohérence avec les effectifs réels présents. Il est rappelé qu'il ne s'agit pas de suppression de postes, mais bien de grades non utilisés. Si un grade devait bien évidemment être nécessaire, l'autorité procéderait à sa création afin d'assurer la continuité d'un service public de qualité. Donc, nous avons la filière technique. Il y a 4 grades d'adjoint technique principal de première classe et 2 grades d'agent de maîtrise. Pour la filière administrative, il y a un grade de rédacteur principal de première classe, un grade de rédacteur, 4 grades d'adjoint administratif principal de première classe et 6 grades d'adjoint administratif principal de deuxième classe, 7 grades d'adjoint administratif. En filière sportive, vous avez 4 grades d'éducateurs des APS, donc c'est les activités physiques et sportives à temps non complet. Filière animation, 1 grade d'animateur principal de première classe. Filière sociale, 1 grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle. 5 grades d'ASEM, principal de deuxième classe. Pour la filière médico-sociale, 1 grade d'infirmier en soins généraux de classe normale. Et donc, pour tout ce qui est filière hors classe, nous avons donc 3 agents sur le dispositif PEC. Et puis un agent en apprentissage. Voilà les suppressions qui sont soumises à votre approbation, tout simplement. Merci Anna. Des questions, des remarques? Madame Aubry. Oui, c'est juste une explication de vote. Donc, nous voterons contre cette délibération vu le nombre de suppressions de grades qui figurent dans cette note explicative. Voilà, comme on l'avait déjà exprimé au conseil municipal dernier. Merci. Très bien. Alors, qui est contre? Parfait. Qui est pour? Merci. Alors, nous passons à ce moment-là à la création de grades. Alors, dans le cadre des prochains recrutements, il s'agit donc de procéder à l'actualisation du tableau des effectifs. Et à ce titre, il est proposé la création des grades suivants. Donc, nous souhaitons créer donc 5 grades d'adjoint technique territorial. Des remarques, des questions? Non. Qui est pour? Merci. Unanimité. Alors, ensuite, il y a l'adoption du tableau des effectifs. Donc, c'est la 7, c'est ça? Donc, c'est Oui, toujours toi, Anna. Alors, conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient par conséquent au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Compte tenu des délibérations soumises au conseil municipal précédemment, il convient donc de procéder à l'approbation du tableau des effectifs mis à jour. Donc il est demandé au conseil municipal de procéder à l'approbation du tableau des effectifs que vous avez donc en annexe. Des questions, des remarques? Madame Aubry. Oui, juste des petites remarques. Donc, si on compare aux données que nous avions pour l'année 2022, donc on a une baisse dans le total des emplois budgétaires importante, puisqu'on est à 283 postes alors qu'il y en avait 321. Et pareil par rapport aux effectifs budgétaires pourvus, il n'y en a que 219,03. Voilà, donc nous sommes contre cette délibération qui n'est pas très encourageante quant aux emplois dans notre collectivité. Merci. Alors, nous avions effectivement en 2022 un effectif total budgétaire sur l'équivalent temps plein à 218,59. Nous sommes en 2023 avec un équivalent temps plein à 219,03. Nous sommes sensiblement sur le même nombre, à quelque chose près d'emploi équivalent temps plein. Donc c'est votre droit de le signaler, mais moi je tiens aussi à préciser que nous ne sommes pas du tout ni en baisse, mais plutôt légèrement en hausse. Donc je trouve que le service est maintenu. Nous avons le personnel adapté par rapport aux besoins. C'est bon. Merci. Je t'en prie. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions?
Qui est contre? Qui est pour? Très bien. Il y a l'approbation d'une convention de mise à disposition d'un agent technique de la ville au syndicat intercommunal des voiries limitrophes Ponto-Combo, la Queue-en-Brie. Donc, le conseil municipal a délibéré il y a déjà un certain temps, c'était en 2021, le 17 mai, pour la mise à disposition de 2 agents techniques de la ville au syndicat intercommunal des voiries limitrophes. L'un des 2 était M. Éloi Fabry, qui, vous le savez, en tant que directeur technique des services techniques de la commune, est maintenant parti dans une autre collectivité en début d'année 2023. C'est Madame Angéline Havé, qui est donc la nouvelle directrice des services techniques, qui assure depuis son arrivée des missions liées au bon déroulement des dossiers techniques du syndicat des voiries. Pour rappel, la mise à disposition d'un fonctionnaire permet à celui-ci de rester dans son cadre d'emploi d'origine et dans la collectivité qu'il emploie, tout en exerçant ses fonctions pour une autre collectivité. Donc cette mise à disposition est conclue pour une période de 3 ans, qui prend donc effet au 1er janvier 2024. Et donc le Conseil syndical réuni le 24 novembre a voté à l'unanimité cette convention de mise à disposition. Il est demandé à la ville d'approuver donc la mise à disposition de Madame Havé. Avez-vous des questions? Pas de questions. Qui est pour? Unanimité, merci. Alors, suit la convention, hein, bien sûr. Ensuite, nous avons Hélène qui va nous parler de la dérogation de la règle de repos dominical pour les commerces de détail sur notre belle ville. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme chaque année, il vous est proposé donc de voter pour l'ouverture des dimanches pour certains dimanches de l'année. Donc, c'est l'article L 3132-3 du Code du travail qui indique que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Cependant, plusieurs dérogations permettant d'organiser le travail ce jour-là existent. En effet, le maire peut décider, après consultation préalable du conseil municipal, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a normalement lieu le dimanche, la suppression de ce repos jusqu'à 12 dimanches par an pour chaque commerce de détail suite à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Monsieur le maire donc, a été saisi pour l'ouverture des dimanches en 2024 par certaines branches de commerce, donc les branches de magasins de produits alimentaires pour les dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre 2024. Et pour la branche magasin de commerce de vente de prêt-à-porter au détail et accessoires s'y rattachant, donc ça correspond aux périodes de solde pour les 14 et 21 janvier 2024, 23 et 30 juin 2024, 7 juillet 2024, 1er et 8 septembre 2024, 24 novembre 2024, 8, 15, 22 et 29 décembre 2024. Donc, ces demandes ont été transmises pour avis aux organisations d'employeurs et de salariés intéressés et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, donc la métropole du Grand Paris, dont la commune est membre. Il vous a ainsi proposé d'autoriser Monsieur le maire à prendre les arrêtés nécessaires qui seront rédigés conformément au Code du travail avant le 31 décembre 2023. Alors, petite précision, pour la branche alimentaire, c'est le magasin Picard qui a sollicité ses ouvertures le dimanche. Et pour les magasins de prêt-à-porter, c'est les magasins La Halle aux vêtements et Vips qui ont sollicité ces ouvertures. Merci pour ça et pour les précisions. Y a-t-il d'autres demandes ou des remarques particulières? Madame Linsel. Bon, comme tous les ans, on va voter contre, parce que le principe du dimanche, le jour de repos, est quand même important. Les parties produits alimentaires, on aurait peut-être pu vu, voilà, parce qu'autour des fêtes, on veut bien, mais enfin, les magasins de prêt-à-porter ou accessoires, on peut s'en passer le dimanche, quoi. C'est juste pendant la période des soldes, en fait. Oui, enfin, il y a quand même donc janvier, juin, juillet, septembre, novembre et décembre, quand même. Ouais. Voilà. Après, c'est notre leur choix. Après, voilà.
Donc, qui est contre? Qui est pour? Merci. Alors, nous avons maintenant la 10e. C'est donc Laurine Daouyabel. C'est toi qui prends, Mathilde? Exact. Merci. Du coup, c'est pour l'objet de la fixation des participations des familles au séjour d'été 2024. Donc, il y a une proposition de deux séjours, coquillages et crustacés et artistes sportifs, donc un à la mer et un à la montagne. Le premier dure 7 jours, le second 10 jours. Le programme, vous l'avez vu, char à voile, acrobranche et activités marines pour le côté mer, et le côté à la montagne, séance karting, des jeux de branches, des jeux d'acrobranche et ce genre de choses, tir à l'arc. Donc à chaque fois, il y a le transport aller-retour de la Cambrie jusqu'au train, le train, et ensuite le bus privé entre la gare et le centre, et les différents visites. Le coût du séjour, c'est 700 par participant pour le premier, 850 pour le second. Donc pour les critères d'inscription, c'est donc 6 à 11 ans, 6 à 11 ans. Être codacien, priorité donnée aux enfants qui ne sont pas partis dans l'année ou celle précédente. Être à jour de ses engagements financiers pour les prestations municipales. La répartition géographique et une recherche d'équilibre filles-garçons. Donc la composition de la commission d'attribution, c'est la même que d'habitude. Vous voyez, donc l'élu aux affaires scolaires à l'enfance, le DGS, le directeur des affaires scolaires de l'enfance, l'élu à la jeunesse, le chef de service jeunesse, l'élu au CCAS, un responsable du CCAS, les élus aux finances et la directrice générale adjointe. Le coût pour les familles, du coup, se répartit entre 140 à 455 pour le premier séjour et 170 à 552 pour le second. Pour rappel, il sera demandé aux familles une participation aux frais de dossier de 80 € en cas d'annulation. Pour toute annulation survenant moins de 15 jours avant le départ, 50% des frais. Et pour une annulation survenant moins de 8 jours avant le départ, 100% des frais. Les 2 tiers du séjour doivent être réglés 10 jours avant la date de départ. Proposition est faite de délibérer sur la participation des familles à ce séjour et les conditions définies. C'est le sens de la délibération. Merci Mathilde. Y a-t-il des questions sur ces séjours en France? Alors, Oui. les questions, c'est surtout des observations. Encore, à la commission qu'on a eue, était noté encore que c'était des enfants qui, par rapport aux catégories et aux classes, toujours D, F, I, parce que 4 personnes l'an dernier quand ça a eu le voyage de mois d'août, et les autres inscrits pour le mois de juillet, il y a eu du B, du G, du H. Hélas, les classes, on va dire, moyennes moins, qui sont en A, déjà, il n'y en a aucun qui part. B, C, il n'y a toujours pas beaucoup d'enfants qui partent. C'est toujours les grosses... ceux qui ont des gros coefficients qui sont capables de partir. Donc, on le regrette fortement, quoi. Voilà. Oui. Je vous en prie. Oui, parce que pour compléter, comme on l'avait suggéré au dernier conseil municipal, pour compléter ce que Madame Linsley vient d'expliquer, je pense qu'il est absolument nécessaire que vous trouviez une manière astucieuse de permettre aux familles qui vont recevoir les bulletins pour s'inscrire dans les boîtes aux lettres, qui vont les recevoir, les bulletins d'inscription, le descriptif du séjour, puissent considérer qu'elles peuvent être reçues au CCAS pour être aidées quand elles sont d'un coefficient, comme mentionné tout à l'heure, A, B ou C, et qui ne partent pas. Et on vient d'avoir une commission permanente à laquelle, effectivement, pour les séjours des classes transplantées de l'école Cargomar, cette disposition a été prise et je pense qu'elle mérite vraiment d'être étudiée par vos services, Monsieur le maire. On va vous répondre par le CCAS, voilà. Juste pour l'école, effectivement, Kergomar, c'est parce qu'on avait des projets présentés par le collège et par l'école, et on a une ligne de subvention classe environnement qui est marquée
où effectivement on peut aider les familles. Mais on a déjà aidé des familles au CCAS sur des séjours jeunesse et scolaires, parce que vous le savez, Madame Aubry, en tiers payant, on aide ces familles-là. Donc elles le savent, que le CCAS peuvent aider. Parce qu'on l'a déjà fait auparavant sur les différents séjours, aussi bien le service jeunesse que le séjour enfance, que le séjour scolaire. Donc, je ne suis pas sûre, si vous voulez, que de rajouter cette ligne, comme vous le dites sur ce flyer, en fin de compte, nous ayons beaucoup plus d'enfants sur les tranches d'âge que vous mentionnez. Je pense qu'il y a d'autres problématiques aussi, autres que celle-ci peut-être. Merci. Je ne te demande plus rien. Hein. Justement. Madame Aubry. Je voulais juste suggérer qu'on pourrait peut-être essayer pour voir effectivement si ça a une incidence ou pas sur les inscriptions futures. Voilà, c'est ma proposition. Enfin, c'est notre proposition. Moi, je veux bien qu'on essaie, mais de toute façon, vous savez très bien que ça ne va pas changer grand-chose à la face du monde. Hein. Enfin, bon, de toute façon, il y a une distribution qui est faite, non, pour les séjours. C'est dans toutes les boîtes aux lettres. Bon, donc, ce qu'il faut indiquer, c'est simplement peut-être que ceux qui auraient des difficultés peuvent venir avant le séjour se présenter pour savoir si elles sont recevables ou pas recevables. Bon, en sachant que la plupart du temps, si vraiment la personne a envie de partir, elle sait comment ça fonctionne, puisqu'elle a déjà l'enfant qui, la plupart du temps, est à l'école, qu'elle bénéficie parfois même de prix différents, donc elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose, et quand elle ne peut pas payer ses frais d'électricité, ses frais de gaz, ses frais de cantine, ses frais de tout ça, elle fait bien appel au CCAS. Donc elle connaît la personne, enfin les familles connaissent ce genre de système. Bon, enfin bon, on peut toujours le faire, mais à mon avis, ça ne changera pas, puisqu'en fait, il y a des gens qui ne veulent pas que leurs enfants partent en colonie de vacances. Moi, c'est tout. Hein, je crois qu'il faut, vous savez, moi j'ai supprimé il y a longtemps les classes transplantées, avec beaucoup de regrets, parce qu'en fait, les enseignants me disaient, il n'est pas question qu'une classe parte sans la totalité de la classe, et comme il n'y avait pas la totalité de la classe qui voulait partir, et ce n'était pas une question de coût, c'était autre chose, que je ne citerai pas ici, mais c'était autre chose qui faisait que les parents ne voulaient pas que les enfants partent en classe transplantée. Voilà. Bon, donc, à mon avis, on est devant le même phénomène. Y a-t-il d'autres questions ? De ski de 2023. Il y a eu du quotient A. On ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu. Il y a eu, pour cette année, en 2023, sur le séjour hiver 2023, il y avait un quotient A. Donc, ça arrive. Voilà. Merci Mathilde de cette précision. D'autres remarques ? Pas d'autres remarques ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Il y en a qui ne lèvent pas la main. Vous êtes en abstention ? D'accord. Qui est pour ? Très bien, merci. Donc, une abstention. Non, pas d'abstention. Contre et voilà. Pardon ? Ah non, nous ne sommes pas contre Abstention. les séjours, on s'abstient. Abstention. Pardon, excusez-moi. Voilà. Force de l'habitude. Alors, la fixation maintenant de la participation des familles au séjour d'été 2024 pour le service jeunesse, c'est donc Florent Votor. Merci, Monsieur le maire. Bon, il vous est demandé de délibérer sur un projet de séjour, loisirs, détente pour les vacances d'été 2024 et fixer les participations des familles. Ce séjour s'inscrit dans le cadre du marché public. Le prestataire choisi est Vels Voyage. C'est une action qui est destinée aux jeunes de 11 à 17 ans, encadrés par nos accompagnateurs. Le séjour se déroule à Port-le-Cat, du mercredi 14 au vendredi 23 août 2024. Et le public concerné, on a besoin de 20 jeunes de 11 à 17 ans. L'hébergement
c'est au village du Club. Et le village de vacances Rive des Corbières bénéficie d'un accès direct à la plage de sable sans route à traverser. Un chemin piétonnier arboré passe devant le village et même au port de plaisance, au commerce et au marché. Bon, les jeunes sont logés dans un bâtiment collectif avec des chambres de 2 à 5 lits, équipés de sanitaires privés, douche plus WC et lavabo. Chaque enfant dispose d'un espace de rangement et d'une table de chevet. Le centre dispose d'un accès direct à la plage, d'une salle polyvalente de 320 mètres carrés, de télévision, Wi-Fi, etc. Les activités, bon, il y a la voile, paddle, balade en bateau, aqualand, etc. Et au niveau du transport, le transit entre la Queue-en-Brie et la gare de Lyon se fera en car pour 1 heure. Le voyage aller-retour TGV entre Paris et Narbonne, 4h20, puis transfert aller-retour en car de la gare d'arrivée jusqu'au centre de vacances. Le coût de séjour est à 1 000 €. Les modalités d'inscription, le séjour est ouvert à l'ensemble des jeunes de 11 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, afin de faciliter les modalités de paiement. Le séjour pourra être payé en 5, 4, 3, 2 ou une fois en fonction de la date d'inscription. Le séjour devra avoir été payé en intégralité au 29 juin 2024. À défaut, l'inscription au séjour sera annulée. Alors, au niveau du quotient familial, ça part pour le quotient A, c'est 200 € et le quotient I, c'est 650 €. Rappel est fait qu'une participation aux frais de dossier à hauteur de 80 € en cas d'annulation après confirmation de l'inscription. Pour toute annulation survenant moins de 15 jours avant le départ, 50% des frais du séjour, et pour une annulation survenant 8 jours avant le départ, 100% des frais. C'est le sens de la délibération soumise à votre examen et à votre approbation. Merci Florent. Remarque. Madame Aubry. Oui, donc on est dans le même état d'esprit que la délibération précédente, c'est-à-dire qu'effectivement, l'intérêt, c'est quand même qu'un maximum de jeunes puissent bénéficier de ce type de séjour. Moi, je ne partage pas forcément votre avis sur le fait que les familles ne veulent pas que leurs enfants partent en vacances. Et donc, là, pareil, même proposition. Et le séjour, de plus, est plus cher que celui de l'année dernière, avec le même nombre de jours. Voilà, donc nous nous abstiendrons pour les mêmes raisons, parce que nous sommes favorables au fait qu'il y ait des séjours qui soient proposés, et ces séjours sont forcément des séjours chers, mais je crois qu'il faut effectivement qu'un effort soit fait pour un plus large panel de parents ayant des quotients faibles, les classes moyennes basses, comme disait Madame Lensley, puissent partir. Donc voilà, on aura la même position, on s'abstiendra sur cette délibération. Merci. On prend bonne note. Je remarque quand même que vous avez une grande faculté à déformer les propos. Je n'ai pas dit qu'il y avait des familles qui ne voulaient pas que leurs enfants partent en vacances. J'ai bien dit qu'il y a des familles qui ne veulent pas que les enfants partent en colonie de vacances. Ça fait une différence. Bon, ça c'est le premier point. Bon, le deuxième point, je le garderai pour moi, on en parlera une autre fois. Y a-t-il d'autres questions ? Il y a Florent qui veut répondre. Ah, tu veux... Je veux... Madame Aubry, vous avez parfaitement raison, hein. Vous êtes pertinente sur votre démarche, mais vous dites que le prix est cher. Vous avez vu, vous savez qu'il y a l'inflation, hein. Et bon, on ne peut pas faire de la qualité au rabais. Parce que si on demande de la qualité pour que les enfants puissent aller au séjour dans de bonnes conditions, on ne va pas aller chercher, n'est-ce pas, ce qui n'est pas à la hauteur de ce que cherchent les parents et la collectivité. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne partage pas votre avis là-dessus. Voilà, monsieur le maire. Oui, je voulais quand même rappeler que, je ne sais pas, il faut vivre avec son temps, malheureusement. Hein.
C'est-à-dire qu'entre l'année dernière et cette année, il me semble quand même quelque part, je vous le dis ça parce que j'ai dit que je le dirai plus tard, mais comme je vais être obligé de le répéter tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a forcément une petite augmentation, pour une raison qui est claire, c'est qu'il y a une petite augmentation. Comme vous avez pu le constater, il y a ce qu'on appelle une inflation. Et cette inflation, forcément, elle se répercute aussi sur les voyages. Voilà. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Qui est pour? Eh bien, écoutez, on a fait le tour des délibérations. Il nous reste donc qui ont été posées par Madame Aubry, mardi 19. Y a-t-il des... Est-ce que vous voulez bien lire ces questions? Vous nous éclairez sur ces questions? Oui, excusez-moi, je vois que vous avez du mal à parler. J'ai pas bien saisi ce que il y en a. J'ai compris qu'il y avait 2 questions. En fait, on en a 3. C'est là où j'ai un petit souci. Moi, j'en vois que 2. Ah. J'en vois que 2 parce que l'autre, c'est pas une question orale, c'est un recours administratif. D'accord. Un recours administratif n'est pas une question orale. D'accord, mais comme je ne savais pas comment nous pouvions en parler... Comme tout le monde ici autour de cette table a reçu votre recours administratif et que vous demandiez à ce que ce soit porté à la connaissance de l'ensemble des membres du Conseil, nous avons répondu à votre question dès le départ. Mais ce n'était pas une question orale, c'est un recours administratif, dont nous vous remercions d'ailleurs. Ah ben merci. Donc, du coup, tout le monde l'a reçu et donc on n'en parle pas. C'est bien ça, l'idée. Donc, effectivement, du coup, ça fait 2 questions. Donc, la première, c'est moi qui vais l'exprimer et la deuxième, ce sera Monsieur Giral. Donc, on a appris que les associations de parents d'élèves ont été reçues par vous-même ou par un de vos adjoints sur ce dossier du transport scolaire avant le conseil municipal de ce soir. Et puisque, comme vous le savez, nous avons effectivement déposé un recours administratif, nous aurions juste aimé avoir quelques informations sur cet échange que vous avez pu avoir et sur ses conclusions. Voilà la première question. Je vous remercie. Alors, sur cette question, bon, c'est dommage, Laurine Daouyabel n'a pas pu être présente ce soir, mais elle nous a fait un tout petit un compte-rendu sommaire. Donc, la CIP a été rencontrée lundi après-midi. Les représentants de parents d'élèves ne remettent pas en cause la fin de la gratuité du service. Elles ont exprimé, par contre, un mécontentement quant au délai très court d'information des familles et surtout quant au délai de paiement pour le premier mois. Bon. Le second point de mécontentement, c'était l'absence de dégressivité des tarifs pour les fratries, dont nous avons pris note. Et donc, les représentants ne demandent pas de retour de gratuité du transport, mais si c'était possible, un report de cette mesure en septembre. Voilà ce qui a été dit dans cette réunion. Pour information complémentaire, je vous rappelle qu'il n'y a pas de débat. Pour information complémentaire, nous avons 67 enfants aujourd'hui qui sont inscrits pour le mois de janvier, dont 28 ont déjà payé leurs factures. Voilà, donc ce qui montre quand même qu'il n'y a pas de stress à avoir sur un certain nombre de sujets. Par contre, il y a des points sur lesquels nous allons faire une réunion complémentaire pour voir s'il y a moyen d'améliorer cette décision. La deuxième, madame. Je vais la lire. Oui. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris. C'est que c'est vous la deuxième? Oui. D'accord. Oui, c'est moi. Très bien, monsieur Girard. Oui,
c'est moi. Merci. Donc nous vous demandons, monsieur le maire, de mettre en place une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat aux agents municipaux. Cette prime pourrait avoir les mêmes modalités que celle attribuée aux agents départementaux, comme je pense l'a voté madame Bastier le 11 décembre dernier au conseil départemental du Val-de-Marne, afin de répondre aux enjeux de pouvoir d'achat des agents. Merci. Alors, moi, je ne suis pas au conseil départemental, donc je ne sais pas ce qui a été fait au conseil départemental. Bon, simplement, comme vous le constatez, nous avons régulièrement, de la part du gouvernement, des décisions, heureusement que nous n'avons pas de conseil gouvernemental, parce qu'en fait, je pense que je prendrai la place de madame Aubry et que je serai le premier à hurler par rapport à certaines choses qui sont faites, et notamment de nous imposer, sans concertation, sans rien du tout, des augmentations de ci, de là, qui nous mettent, pour un budget en cours, dans des situations qui sont des situations très inconfortables. Donc nous sommes aujourd'hui, au mois de le 21 décembre, nous sommes à 10 jours de la clôture, de la fin de l'année, parce que malheureusement, il y aura encore des éléments qui seront payés sur janvier. Mais il nous paraît difficile aujourd'hui de répondre à cette demande dans l'immédiat, dans la mesure où le budget 2023, le budget 2023, il est ce qu'il est, mais pour l'instant, ce n'était pas prévu au budget. Bon. 2024, il y aura un budget. Ce budget pourra tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Et de toute façon, comme vous le savez, cette loi précise bien que d'abord, d'une part, ce n'est pas obligatoire, mais qu'il y a quand même un délai et que si on le fait, il ne faut pas dépasser le mois de juin. Donc nous avons un certain nombre de conseils municipaux, dont le conseil municipal concernant le budget, pour prendre la bonne décision qui s'impose. Voilà. Eh bien, écoutez, chers collègues, je vous remercie pour ce conseil municipal. Je vous remercie pour vos questions. Et il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et en attendant déjà un joyeux Noël, puisqu'en fait, c'est rare que nous ayons un conseil municipal aussi proche de Noël. Donc, un très joyeux Noël. Et puis, nous nous retrouvons donc de mémoire au mois de février avec une date intéressante qui est le 8 février 2024, où là, on aura le débat budgétaire, dans lequel nous aurons peut-être des éléments concernant la question posée par M. Giral et Mme Aubry. Merci encore et en attendant.